Merci pour votre fidélité d'écouter à Nana FM et bienvenue à ce 4e numéro du débat de Nana FM et le premier numéro du débat de ce mois de décembre 2022. Le Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme, CDFDH, a lancé en fin de semaine dernière un recueil intitulé « Elles et leur engagement ». Que comprendre de ce recueil et ces interrogations qui est la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Aïva Ayat. Elle est activiste sociale et puis elle est membre de... Ah bon, elle va essayer de se présenter. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Approchez-vous un peu plus du micro, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je suis avec Stan Deco sur la mise en onde et je suis Norbert Djourati. Une fois encore, merci beaucoup. Alors, vous voulez bien vous présenter aux auditeurs, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de la radio Nana FM. Je réponds au nom de Ayat Aïva. Je suis activiste sociale sur les questions des droits humains, en particulier la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes au Togo. Je viens d'être récemment nominée également comme membre du conseil d'administration de l'IPPF, qui est la Fédération internationale pour la planification familiale au niveau mondial. Alors, merci. Aujourd'hui, quand on dit activiste social, à quoi fait-on allusion? Alors, activiste social, c'est une personne engagée qui défend une cause. Et nous avons l'habitude de dire c'est une cause noble. Toute cause est toute cause noble. Et ça peut être sur les droits humains ou sur l'environnement. Par exemple, moi, je suis sur la santé. Il y a des activistes sociales en matière d'environnement. Il y a des féministes également qui sont là. Il y a des gens qui sont des acteurs de changement climatique. Donc, voilà un peu en quoi est-ce que cela veut dire activiste social, une personne engagée qui défend une cause noble. Alors vous êtes plus précisément dans le domaine de la santé. Et puis, qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, je suis dans le domaine de la santé, en particulier la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. À travers mon activisme, nous voulons vraiment briser le tabou en matière de sexualité. Vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, l'âge moyen du rapport sexuel des jeunes, au Togo en particulier, selon certaines études du ministère de la Santé, l'âge moyen est de 15 ans. Donc, ça veut dire que les jeunes sont sexuellement actifs. Les jeunes sont sexuellement actifs, donc il faut quand même leur donner des informations claires et de qualité en ce qui concerne leur santé de reproduction. Sinon, ils vont aller faire une vie de débauche. Donc, c'est ce que je fais concrètement. Je sensibilise les jeunes sur... les grossesses précoces et non désirées, sur les avortements clandestins et tout en faisant vraiment des plaidoyers au niveau du ministère de la Santé pour l'accès facile à des services de santé de la reproduction de qualité. Et également, c'est dans la prévention, je suis également dans la prévention du VIH pour que vraiment nous puissions aller au-delà maintenant des tabous pour parler de la sexualité à nos enfants, à nos petits frères. Parce que si on parle très tôt de la sexualité à un enfant, surtout dans ce monde, dans cette génération où nous sommes, je crois que l'enfant quand même prendra conscience avant de pouvoir s'adonner précocement au rapport sexuel, vu que l'âge vraiment du rapport sexuel est aujourd'hui à 15 ans. Donc c'est un peu ce que nous faisons en matière de santé de la reproduction, la prévention de tout ce qui est fléau et phénomène qui contraint la sexualité d'un jeune. Alors, ces 3 dernières années au Togo, on compte plus de 5000 grossesses en milieu scolaire. Et ça veut dire que vos sensibilisations ne portent pas encore de fruits ou bien ça vient avec le temps? Je ne dirais pas que... Effectivement, le constat quand même est fait. Le constat est que nous faisons des activités, nous menons beaucoup d'actions, plein d'actions, mais on ne comprend vraiment pas qu'est-ce qui est à la cause aujourd'hui de la flambée, de la montée des grossesses précoces en milieu scolaire. Mais il faut dire quand même que, vous avez parlé des 3 dernières années, mais il faut dire quand même que ces dernières années, quand même, il y a comment appelle-t-on, une avancée dans ce domaine-là. En fait, une chose est que nous avons quand même compris cela, que pourquoi est-ce que cela se fait ainsi. Moi, l'une des choses que moi j'ai fait, le constat que moi j'ai fait en termes d'activisme social, en militant dans la santé de la reproduction, étant sur le terrain, c'est qu'il doit y avoir quand même une union entre les organisations qui luttent en faveur de la santé de la reproduction. Vous imaginez, dans une localité donnée, je dis n'importe quoi, Ayat Iva,
elle donne l'information sur la santé de la reproduction. Ah oui, c'est comme ça se fait l'utilisation du préservatif. Mais un certain monsieur Norbert, excusez-moi, un certain monsieur Norbert également vient, il contredit l'information. Ce qui veut dire que le jeune n'a pas des informations claires de qualité. Mais nous avons également compris aujourd'hui que nous avons fait l'erreur de pouvoir toujours travailler seulement avec les jeunes, sensibiliser seulement les jeunes. Non, non, non. Aujourd'hui, nous avons compris cela et nous travaillons avec les leaders religieux, les leaders communautaires et les leaders politiques. Et même les parents. Voilà. Et nous faisons la promotion de la communication parent-enfant. Je vous rassure que si vous prenez votre enfant comme étant votre ami, il est capable de venir tout vous dire. Voilà, donc nous faisons vraiment la promotion communication parents-enfants pour permettre aux parents de pouvoir être les amis de leur enfant et leur dire tout ce qu'ils vivent en matière de sexualité. Donc je dirais quand même qu'il y a une avancée. Nous avons quand même compris que malgré nos sensibilisations, il n'y a pas de réduction. Nous avons compris aujourd'hui qu'il faille travailler avec toutes les parties prenantes et non seulement travailler avec la cible donnée. Alors, Donc, voilà un peu. merci beaucoup. Merci pour toutes ces explications. Alors, je le disais tantôt, le Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme a lancé en fin de semaine dernière un recueil intitulé « Elles et leur engagement ». Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce recueil? Alors, ce recueil, comme vous l'avez dit, a été mis en place par le Centre de documentation et de formation des droits humains à travers l'initiative Matrimonia 2.0. C'est une initiative qui met vraiment en lumière ces femmes défenseurs des droits humains que nous avons. C'était un prix que nous avons remporté en 2020 aux universités des droits humains au Burkina Faso. Nous avons vraiment voulu aider les jeunes femmes défenseurs des droits humains. Donc vraiment, c'est pour célébrer les personnes engagées pour la cause humaine. Et ce recueil vraiment met en relief plus d'une trentaine de jeunes femmes défenseurs des droits humains qui font vraiment du travail sur le terrain. C'est pour cela également que je fais partie quand même du recueil. Et ce recueil décrit tout ce que chaque jeune femme, leader ou engagée, fait dans le domaine de la santé de la reproduction. Donc, bon, voilà un peu ce qui en est du lancement de cette documentation. Et aussi, parallèlement à ça, il faut dire qu'il y a eu un lancement qui se fera, je crois, le 7 décembre à l'Institut français. Donc, j'invite tout le monde à pouvoir aller sur le film Négresse féministe, qui également relate ce que vivent les femmes défenseurs des droits humains, en particulier les féministes. Donc, bon, voilà un peu ce que j'avais quand même à dire sur le recueil, elles et leur engagement. Il faut dire que Matrimonia 2.0 également est soutenu par le ministère des Droits humains qui vraiment œuvre à identifier et à outiller des jeunes femmes défenseurs sur la problématique du harcèlement en ligne et des mesures à prendre pour leur protection. Donc, voilà un peu une idée sur ce recueil-là. Nous invitons vraiment à tout ça pour pouvoir s'en en procurer. Bon, vous, est-ce que c'est parce que c'est l'engagement que vous faites, surtout dans le domaine de la santé, c'est ce qui a valu votre place dans ce recueil, ou bien il y a autre chose? Oui, je fais également partie d'un programme dénommé Femmes défenseurs des droits humains que le CDFDH a mis en place. Et ce programme permet également aux femmes défenseurs des droits humains de pouvoir éclore tout ce qu'elles font en termes d'engagement. Donc, moi, je fais partie quand même de ce recueil parce que non seulement je fais partie du programme Femmes défenseurs des droits humains, mais aussi je suis engagée sur les droits humains, en particulier la santé sexuelle de la reproduction. Donc, ce qui a valu également ma place au niveau ou bien dans ce recueil, autant pour moi. Et ce n'est seulement pas moi, comme je l'avais dit tantôt, il y a plusieurs jeunes filles. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des jeunes qui ont pris vraiment conscience, en particulier les jeunes filles, de pouvoir s'engager. Moi, parlant de mon engagement, il faut dire que j'ai débuté mon engagement depuis l'âge de 10 ans avec l'International Togo, avant de faire connaissance du mouvement d'action des jeunes aujourd'hui en tant que présidente nationale du mouvement d'action des jeunes, qui me permet quand même de pouvoir faire mes activités en termes de santé de la reproduction. Donc voilà un peu l'idée derrière ce recueil, elle et leur engagement. Je crois que Manuela quand même pourra toutefois ajouter
ce qui est concrètement son rôle dans ce recueil-là. Alors, je vous ai déjà fatigué. Je tiens à préciser aux auditeurs et auditrices que j'ai deux invités en studio. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Manuela Foliga, je suis agronome de formation. Je suis assistante programme dans une organisation de la place et je fais de la communication également. Alors, vous figurez également dans ce recueil, elles et leur engagement. Vous, qu'est-ce qui vous a valu votre place dans ce recueil? Qu'est-ce qui m'a valu ma place? Je dirais mon engagement. Depuis 2018, ou sinon avant, je dirais que j'ai remarqué ce problème-là de leadership, de prise de conscience, enfin pas de conscience, mais de confiance en soi-même de la part de nos jeunes sœurs, de nos filles. Et donc pour moi c'était, disons, un défi d'être, je ne vais pas dire un modèle, mais d'être celle qui amène les autres à avoir confiance en elles, à savoir, à prendre conscience de leur potentiel. Et donc après mon bac, en 2018, j'ai commencé par militer dans des organisations, dans des associations qui luttent dans la même optique que moi. Et donc je dirais, c'est mon engagement, comme je l'ai dit plus haut, tout ce que j'ai eu à faire qui m'ont valu cette place-là dans ce recueil. Alors, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Qu'est-ce qu'on peut toucher du doigt que ça, là, c'est ce que vous avez fait? D'accord. Et donc, mon engagement se positionne spécialement sur le leadership féminin, l'éducation des jeunes femmes. Et qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Je dirais par exemple en 2020, pour la crise Covid, avec mon association Pro Education Togo, nous avons initié une campagne, je dirais, qui était en deux volets. La première volet, c'était une remise de kits symboliques, les gels de main et tout. Et après, nous avons organisé des cours de soutien en ligne pour les élèves en classe d'examen CEPD, BPC, Bac 1, Bac 2. Et donc, nous avons aidé ces jeunes-là, filles comme garçons, à réviser leurs cours parce que nous savons qu'en ce moment, il n'y avait plus de cours, les cours étaient suspendus. Et donc, nous avons fait des cours de soutien en ligne à ces jeunes. Et aujourd'hui, enfin, nous pouvons évaluer les résultats, les réussites à plus de 80%. C'était l'un des réussites que je peux dire concrètement actuellement. Alors, aujourd'hui, quand on parle de droits de la femme, surtout au Togo, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Je dirais que nous ne sommes plus à l'étape où nous étions avant. C'est vrai, il y a eu des avancées, il y a beaucoup de jeunes qui ont pris conscience, de jeunes femmes qui ont pris conscience de leur potentiel, de leur place dans la société et qui se lèvent aujourd'hui pour revendiquer cette place-là, pour travailler, pour mériter cette place-là. Mais je dirais que nous ne sommes pas encore arrivés parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, comme je l'ai dit, du côté des femmes comme du côté de la société tout entière. Et donc, je dirais, je ne sais pas si je dois évaluer ça en pourcentage, mais nous avons encore beaucoup de choses à faire. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros, mais après la courte pause. Je suis très c'est normal parce que ouais, j'ai la différence. Bonjour. Ça me connaît, mais pas n'importe lequel. Les bons plats de chez nous, bien convenant. Comme toutes les boys, j'ai mis des style. Ma coiffure est la touche finale qui met tout le monde d'accord. Ça, c'est. Toi aussi, tape étoile 909 étoile 1 dièse et découvre tes forfaits ça 6 mois pour surfer encore plus longtemps. Et oui, étoile 909 étoile 1 dièse, les forfaits ça 6 mois, c'est vraiment pour moi. Promo valable du 30 septembre au 28 décembre 2022. Togocom, avancez pour vous, pour tous. Fimo 228, la boutique est ouverte. Le prestigieux magasin de vente des plus grands créateurs de mode africaine. Vous y trouverez les réalisations de Despo Design, Jacques Logo, Ejiro Mustafiri, Victoria Grace, Adama Paris, Katillo Eleganza, les hommes de Fauvette et bien d'autres. Fimo 228, la boutique. La haute couture a enfin son espace.
phare de la victoire à tournant protestant, à côté de Computer Plus. Infoline 00228 90 43 75 75. Vous avez du talent. Nous avons le Fibo 228. La boutique. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité sur ces deux numéros ou réagir directement sur la page Facebook de Nana FM. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup plus de 16 jours d'activisme et nous y sommes déjà dans le mois. Pour cette édition 2022, qu'est-ce qui sera fait concrètement, surtout au niveau de Matrimonial 2.0? D'accord, pour les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, déjà le vendredi passé, Matrimonial a fait la cérémonie de lancement. Okay. Voilà. En attendant, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Michel, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur? Oui, ça peut aller. En fait, la situation que nous vivons avec les jeunes aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vos informations, vos formations et sensibilisations, est-ce que ça marche? Quand vous regardez, vous venez de donner une chiffre, les filles sont combien en fait en milieu scolaire? Et quand vous vérifiez ces informations, vous verrez que au moins 80% sont des élèves en plus. Moi, je suis dans une localité, je dirais même presque les grossesses là sont entre les élèves. Et vous pouvez faire cette information en bas. Prenez ceux-là qui sont engagés et qui sont nés avant 80. Vous allez voir qu'ils n'ont pas ce genre d'éducation. Et qu'on est en train de donner sexuellement maintenant, mais c'est des gens qui ont respecté la sexualité. Aujourd'hui, il y a une perversité totale, je dis totale, parce que quand vient de parler de la sexualité, il y a certains qui n'ont découvert la sexualité qu'eux-mêmes, que par eux-mêmes. Et pour ça, ils n'ont pas perverti, ils n'ont pas utilisé à mauvais escient. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il faut qu'on change vraiment de paradigme, parce que c'est un problème culturel. Nous devons nous éduquer dans notre culture. C'est comme ça que les gens sauront en réalité la nécessité de la chose de se préserver pour dire comment respecter cette sexualité-là pour ne pas tomber dans les travers. Merci et bonne journée à vous aussi, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont toujours la possibilité sur nos deux numéros. Alors, avant que les auditeurs n'appellent, je pense que vous avez suivi Michel par rapport à tout ce qu'il a dit aujourd'hui. Ok, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Massa Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à vos invités. Bonjour, monsieur. Un instant. Oui. Okay. Je voudrais dire une chose. En suivant la mentalité des Européens, nous sommes en train de dévier complètement. Parce que parler de sexualité à des enfants, à des nourrissons, parce que c'est leur slogan, c'est comme si Dieu qui a créé l'homme n'est pas assez intelligent. Dieu a fait l'homme et la femme. Quand je prends le cas du garçon, quand il arrive à la puberté, pourquoi ils ont même créé ce mot puberté? Il voit ses organes qui se développent autrement. Ses organes sexuels, ne soit dit en passant. Du côté de la fille, c'est la même chose. Et c'est en ce moment que le ressenti commence par arriver. Mais enseigner
la sexualité à des petits-enfants, et donc c'est une perversion. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, Mas Dadi Dogome. 91 09 71 71. Alors, vous avez suivi les deux. Il y a ce thème qui revient, la perversité, changer de paradigme et suivre les autres. D'abord, est-ce que c'est du suivisme qu'on fait quand on décide d'éduquer sexuellement les enfants à partir de 15 ans? Alors, merci beaucoup. J'ai écouté avec attention et intérêt les commentaires des deux auditeurs. Et j'ai vraiment apprécié parce qu'ils ont quand même porté l'attention sur ce que j'ai dit. Il faut dire qu'aujourd'hui, ce qui nous réunit actuellement, c'est parler du recueil et leur engagement. C'est parce que j'ai parlé de mon domaine d'expertise, si je peux le dire, que cela a suscité vraiment ce paradigme des choses, quoi. Et je suis vraiment très fière. Alors, parlant de suivisme, comme vous l'avez dit, moi, je ne dirais pas que c'est un suivisme. Si vous me le permettez, je vais revenir sur les deux interventions des deux dernières personnes. Merci beaucoup vraiment pour l'intérêt porté à cette thématique. Alors, parler de sensibilisation, vous avez parfaitement raison. Il faille quand même aujourd'hui, que je l'ai dit dans mon intervention, il faille quand même qu'on puisse aujourd'hui changer des stratégies de communication ou de sensibilisation de nos jeunes en matière de santé de la reproduction. C'est ce que nous avons compris. Et j'ai bien dit aujourd'hui que nous essayons quand même de travailler avec les leaders communautaires, les leaders religieux, même les parents, parce que nous avons compris que nous ne pouvons pas toucher seulement la cible jeune, mais il faut toucher toutes les parties prenantes pour vraiment aboutir à une sexualité responsable. Alors, donc je suis d'avis avec vous sur le changement du paradigme. Parlons de la sexualité, sur ce que le dernier monsieur a eu à dire. Enseigner la sexualité, pour nous, ce n'est pas, excusez-moi, je vais aller très direct, ce n'est pas par exemple dire comment est-ce qu'on fait le rapport sexuel, etc. Non. Quand nous parlons de la sexualité, vous conviendrez avec moi que la sexualité commence depuis, comment appelle-t-on, la fusion de l'œuf et du spermatozoïde. C'est depuis dans le ventre de la maman que la sexualité commence. Vous voyez? Et maintenant on grandit jusqu'à arriver à la puberté, avant maintenant d'arriver à l'âge adulte quand on devient parent. Pardon. Donc parler de la sexualité, nous, qu'est-ce que nous faisons dans notre approche? C'est de pouvoir permettre aux jeunes d'éviter de faire vite les rapports sexuels, de faire les rapports sexuels précocement. Nous les sensibilisons sur la prévention des grossesses précoces et des grossesses non désirées, etc. Nous apprenons la sexualité responsable. Mais éduquer sur la santé de la reproduction ne veut pas dire conduire le jeune à la débauche. Parce que l'approche de l'éducation sexuelle complète nous a démontré aujourd'hui que grâce à l'apprentissage de la santé sexuelle de la reproduction, à un certain nombre de jeunes, ils ont pu quand même retarder leur premier rapport sexuel. Ils ont évité des grossesses précoces. Ils ont évité des infections sexuellement transmissibles. Donc, si nous sommes dans la même dynamique, moi, parler de la sexualité ne veut pas dire, parce que je ne suis pas sexologue, ne veut pas dire montrer les positions aux jeunes, faire des rapports sexuels, mais non, éduquer les jeunes. Parce que, voilà, le monsieur même a dit, vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, les jeunes vraiment sont activement sexuels. Et j'ai vraiment dit que l'âge moyen des rapports sexuels, c'est 15 ans. La génération est vraiment très perdue. Maintenant, nous essayons de recadrer la génération et nous mettons les parents devant pour pouvoir éduquer leurs enfants en matière de sexualité pour adopter une sexualité responsable. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur cette thématique. Merci beaucoup. Merci. Oui, allez-y, s'il vous En plaît. fait, ce que je veux ajouter à ce que Ayat a dit, c'est que quoi qu'on dise, même si on n'en parle pas à un enfant, aux jeunes, il va aller découvrir lui-même. Et c'est ce que les activistes essaient de limiter. En fait, quand le jeune va découvrir lui-même, qu'il sache déjà les avantages et les inconvénients. Et là, il sait quoi faire en fait comme choix. Mais le laisser découvrir lui-même, ça ramène à la débauche, comme ils l'ont dit, à la perversité, comme il a dit. Mais je crois pas, comme elle a dit, ce n'est pas de leur montrer forcément ce que tu dois faire, mais c'est de les prévenir en fait. Avant, mademoiselle Ayat a essayé de le dire. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 5000 grossesses sur les 3 dernières années. Alors vous aussi, est-ce que vous, c'est seulement au niveau de la femme ou bien vous aussi vous faites dans la sexualité, c'est-à-dire informer les jeunes sur les méfaits de la sexualité précoce? D'accord. Moi, personnellement, je ne vais pas sur le sujet de la sexualité, mais je l'ai dit, je cible plus l'éducation. Et par exemple, quand je vais dans une école, dans un forum pour parler aux élèves, aux apprentis également, je ne vais pas leur dire forcément comme Ayat le dirait, mais moi, je leur dirais, quand tu es élève,
vas-y, préserve-toi, les grossesses précoces, voilà ce que ça te donne comme inconvénient. Et donc, moi, je vais plus ce sujet-là, les grossesses liées à l'éducation, les méfaits. Quand tu es jeune femme, quand tu tombes enceinte, tu peux plus aller à l'école, ou ça tu y vas, mais tu n'as plus cette force-là de pouvoir suivre les cours, bien être compétente comme tu pouvais l'être en fait. Donc, moi, je vais plus ce sujet, mais pas sur la sexualité en tant qu'experte, voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais mardi, l'Assemblée nationale a adopté une loi qui punit de 1 à 5 années quand vous abusez sexuellement d'une jeune fille ou que qu'elle soit élève ou apprentie. Est-ce qu'on dira que c'est une victoire pour les femmes? Victoire, bon, en quelque sorte, oui. Parce qu'une chose est d'avoir les lois, une chose de les appliquer. Et donc, on espère vivement qu'avec cette loi qui est sortie, il y aura de moins en moins de victimes d'harcèlement sexuel dans les écoles. Enfin, pas que dans les écoles, dans la société. Donc, j'espère vivement. Alors, mademoiselle Ayat, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à la loi adoptée à l'Assemblée nationale? Oui, je crois qu'il faut s'en féliciter parce que cela a été aujourd'hui révélé grâce au travail des activistes, voilà, qui a conduit quand même l'Assemblée nationale à pouvoir le faire et il faut vraiment les féliciter, c'est bien. Mais moi, ce que j'ai à dire, c'est que nous espérons vraiment la mise en application, voilà, effective de cette loi parce que nous pouvons beau prendre des engagements, etc. Mais si nous ne mettons pas ça en action, nous ne faisons pas la mise en œuvre ou bien la mise en application, ça ne va pas aboutir. Donc c'est quand même l'occasion de les féliciter, mais nous espérons vraiment et vivement que cela va être mis en place, ou bien mis en œuvre. Parce qu'aujourd'hui, heureusement que nous sommes quand même dans les 16 jours d'activisme qui nous permettent de parler librement de ces violences basées sur le genre, parce que d'habitude nous sommes critiqués sur ce que nous faisons. Et les jeunes femmes autant pour moi, sont vraiment sujets de ces violations. Et c'est vraiment très atroce. Conviendrez avec moi que nous avons eu une information entre-temps sur une certaine, excusez-moi, Sephora, qui a été abusée. Entre-temps, on l'a retrouvé à Segbe. Après, voilà, on l'a retrouvé à Kege, etc. Vous voyez? Donc, si cela, moi, je me dis que c'est parce que cela, nous ne prenons pas cela en compte, parce que cela n'a pas encore touché peut-être un membre de notre famille. Voilà. Si cela, je vous assure, touche un membre de votre famille, votre petite soeur, votre femme ou votre fille, vous allez réagir subitement à ça. Donc, j'encourage vivement aux jeunes filles à pouvoir dénoncer ou à pouvoir, aux victimes autant pour moi, à pouvoir dénoncer, aux témoins également, de dénoncer vraiment ces violations des droits humains pour qu'on puisse vraiment vivre dans un monde où les droits de la femme et des hommes, parce que les hommes disent qu'on les oublie, on ne les oublie pas, les droits des hommes et de la femme sont respectés. Alors, c'est là où j'allais en venir. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est parce que les victimes n'en parlent pas. Donc, comme les victimes n'en parlent pas, c'est comme si c'est quelque chose que vous inventez, ceux qui sont activistes. Alors, est-ce que aujourd'hui vos sensibilisations vont à ce niveau où on demande aux victimes vraiment d'en parler? Oui, en fait, vous savez, c'est vraiment très compliqué. Dès que je prends par exemple mon exemple, je dis n'importe quoi. Si j'ai été violée, ça serait vraiment difficile pour moi de pouvoir le dire. Hein. Ça serait vraiment surtout avec l'influence des us et coutumes de la société et de mes parents même qui disent ah oui, s'il te plaît, Norbert, c'est l'enfant à notre ami, c'est depuis voilà, à notre camarade, etc. Donc, c'est vraiment difficile de pouvoir dénoncer Norbert. Donc, s'il te plaît, on va conserver cela. Et nous n'imaginons pas l'ampleur que cela a sur la jeune fille, les conséquences vraiment d'un viol ou bien d'une violence basée sur le genre. C'est vraiment atroce. Elle peut mourir, elle peut se suicider, et voilà. Donc, nous n'inventons pas ce paradigme, cette stratégie pour dire que vraiment les filles n'arrivent pas à parler. Mais c'est vraiment atroce. Si vous êtes vraiment dans le cas, vous ne pouvez pas parler. Maintenant, ce que nous faisons, nous, dans nos actions, c'est d'amener vraiment ces jeunes filles à pouvoir en parler. Parce qu'il y a des jeunes... Moi, j'ai reçu un cas. Je viens recevoir un cas, la fille a été violée le mardi. Elle n'a rien dit. C'est le vendredi. C'est le vendredi que son frère a fait le constat. Donc, vous imaginez cette fille, si on n'avait pas fait le constat, elle pouvait quand même mourir. Et de sur quoi maintenant, on va au poste de police. Je crois que vraiment tous les acteurs doivent nous aider. C'est également l'occasion de féliciter les médias qui nous aident vraiment à porter cette information. Elle va au poste de police, on dit ce n'est pas elle qui est à la base de, de ce viol. Vous voyez, c'est paradoxal un peu quoi. Comment c'est passé? Je vais vous expliquer un tout petit peu si le temps nous le permet. Alors, c'est un tonton du quartier. Et elle était partie à l'église.
Et quand elle devait repartir, le tonton du quartier a dit, ah, je peux te déposer à la maison. Ah, comme c'est un tonton, moi en tant qu'ayate, en tant que petite, moi je me dis c'est un tonton, je vais le suivre. Maintenant, voilà, de passage, le tonton dit qu'il va s'arrêter au niveau de la maison de son papa pour prendre quelque chose. Voilà, je mange j'étais dehors, dès qu'il rentre, il revient, il me donne un jus. Voilà, il donne le jus à la jeune fille de pouvoir boire. Ah, c'est le tonton qui m'a donné, comment est-ce que je fais? Je le prends. Alors, le jus là était sujet de quelque chose parce qu'il a mis quelque chose dans le jus. La jeune fille a pris, vous savez, nous avons des produits pharmaceutiques aujourd'hui, bien médicamenteux, qui permettent de pouvoir amener la jeune fille très loin. Elle s'est perdue. C'est au réveil quand même qu'elle a su qu'elle a été violée. Donc, vous voyez un peu, c'est vraiment très pénible. Et aujourd'hui, nous encourageons vraiment les jeunes filles à pouvoir avouer. Également, les témoins qui sont là à pouvoir dénoncer vraiment ces violeurs-là. Et je crois qu'avec, comment on appelle ça, les lois qui sont en train d'être adoptées, on aura quand même un gain de cause. Sinon, c'est vraiment atroce cette histoire de violence basée sur le genre. Alors, je ne le souhaite à personne. Alors, est-ce que vos actions se limitent seulement à Lomé ou bien vous êtes déjà allé à l'intérieur du pays? Oui, si. L'année passée, j'étais à Dapaon, Kara, Sokodé. Enfin, j'ai fait le tour quand même pour discuter avec ces jeunes femmes-là, les inciter. Parce que c'est vrai qu'à Lomé, ce n'est pas encore ça, mais je vais dire que nous sommes privilégiés. Et quand tu vas à l'intérieur, ce n'est vraiment pas ça. Et donc, c'est très important pour nous en tant qu'activistes de faire ce déplacement-là. Cette année également, j'étais à Takbamé pour une sensibilisation et franchement, j'ai été vraiment touchée parce que à la base, je suis plus avec les élèves, les jeunes femmes. Mais pour cette fois-là, c'était avec les apprentis et les élèves. La cible était différente. C'est vrai qu'au début, je me disais qu'est-ce que je vais leur dire. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de travail à faire, pas qu'à Lomé, et que c'est très important pour nous de délocaliser nos actions, nos interventions à l'intérieur du pays. Et donc, moi, je le fais quand même. Alors, quelle était la situation là-bas, dans ces milieux, par rapport à Lomé? Dans ces milieux, par exemple, je dirais par exemple, quand tu viens à Lomé, il y a les réseaux sociaux et tu vois des dames influentes, je dirais, qui t'inspirent. Mais quand tu as ce côté, par exemple, la connexion n'est pas bonne et celle que tu vois, d'habitude, c'est celle qui est assujettie à son mari. Je ne dis pas que ce n'est pas une femme leader, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais quand tu vois cette personne comme modèle, cette personne qui est aussi limitée, excusez-moi les termes, mais enfin c'est là où tu vois, c'est là où va ta vision que tu es limité en fait. Et quand tu vois que cette personne-là, tu n'as pas d'ambition, je dirais. Et quand tu discutes avec ces jeunes filles qui sont à l'intérieur, leur rêve peut-être c'est juste avoir le bac parce que papa a dit vas-y apprends, je veux que tu aies le bac et ça se limite là. Moi j'ai discuté avec une jeune femme, elle est apprentie, vraiment ça m'a touchée. Après, je n'ai même pas discuté avec elle sur le champ en fait. Elle m'a écrit des mois après, elle me disait je sais que tu vas pas me reconnaître mais après le forum qu'on avait fait à Takbamé, voilà. Elle me racontait son histoire, j'étais vraiment choquée. C'était une jeune femme qui avait laissé les cours faute de moyens et aussi parce qu'elle était tombée enceinte et les parents l'avaient laissée en fait. On lui a dit, je veux que tu ailles à l'école, tu me ramènes une grossesse pour que j'en fasse quoi. Donc les parents avaient laissé. Après, elle a avorté. Et après avoir avorté, elle a vraiment subi le choc de l'avortement. Et elle me disait qu'il y avait un tonton qui l'avait mis en apprentissage. Donc elle était, je crois, dans sa 2e année. Et le monsieur lui a dit, en fait, le monsieur lui avait promis, après que tu auras fini, je devais t'ouvrir un atelier et tout. Mais après 2 ans, le monsieur aussi l'a abandonné, un truc comme ça. Et donc elle était vraiment désespérée. Elle se disait, c'était même pas la peine que je continue mon apprentissage parce que même si je finissais, où est-ce que je vais trouver l'argent pour pouvoir ouvrir mon atelier et tout. Et elle me disait que le jour-là, c'était un samedi matin et que l'activité a eu lieu. Elle ne voulait pas venir, mais c'était parce que c'était pas sa patronne qui leur avait dit, ben allez-y, parce qu'on a demandé que vous veniez. Et donc elle était venue, malgré elle n'était même pas avec nous. Mais quand on a fini, elle se disait, s'il y avait des jeunes filles, j'étais carrément sa petite soeur. Si une petite soeur pouvait parler comme ça, les motiver après.
Elle a compris qu'elle avait du potentiel et peu importe ce que les gens pouvaient dire d'elle, peu importe comment les gens pouvaient la regarder, elle a quelque chose à offrir au monde, elle a quelque chose à valoir. Et après ça, elle a décidé de ne plus laisser l'apprentissage. Elle est allée jusqu'au bout. Et maintenant, elle est en train de finir. Quand elle m'a dit ça, j'étais vraiment touchée. Je me suis dit, mais tiens, en fait, à Lobby, on n'a pas de problème. En tout cas, on a des problèmes, mais on n'a pas vraiment de problème assez flagrants. C'était lundi, il y a un ami qui me disait, j'ai mis la photo de ma grande soeur au profil. J'étais dans la peau d'une femme pendant quelques heures, mais franchement, je ne peux pas être une femme. Parce que c'est compliqué. Les gens, comme tu l'avais dit tout de suite, les gens ne comprennent pas forcément dire que nous inventons des histoires, que la société est très belle comme elle est, et donc c'était pas à nous de suivre les blancs, comme quelqu'un l'a dit tout de suite. On ne suit pas les blancs, mais quand vous vous mettez un instant dans la peau de quelqu'un qui vit les choses, comme Arlette l'a dit, c'est peut-être que ça ne vous a pas encore touché directement ou indirectement, c'est pour ça que vous n'avez pas conscience de la situation, mais quand vous approchez les gens, quand vous écoutez des témoignages, c'est horrible en fait. Alors, mademoiselle Ayat, dans le cadre de ces jours d'activisme, est-ce que vous avez autres activités à part ces sensibilisations? Oui, dans le cadre de ces jours d'activisme, il faut dire que nous prévoyons quand même comment on appelle ça, des petites vidéos, des courts vidéos qui parlent quand même des violences basées sur le genre, des méfaits, des conséquences, les phases que cela peut vraiment aboutir chez la jeune fille. Alors, parlant vraiment des activités, si nous sommes concentrés seulement à Lomé ou sur toute l'étendue du territoire, je dirais que, bien sûr, nous ne pouvons pas tout faire actuellement, mais nous avons des points focaux dans les différentes régions. Moi, par exemple, j'appartiens au mouvement d'action des jeunes et je suis la présidente nationale du mouvement d'action des jeunes de l'association togolaise pour le bien-être familial. Nous avons des représentants au niveau de chaque région qui quand même nous aident à pouvoir amplifier nos actions. Au niveau également du mouvement Girls Motion, elles font de très bon travail. Elles ont également des représentantes dans chaque région qui quand même permettent de pouvoir porter la bonne information. Moi, aujourd'hui, je parle de la bonne information claire et de qualité. Nous, les jeunes, nous avons des informations, mais nous avons des informations erronées sur les réseaux sociaux et sur ce que nous faisons autour de nous, sur la société, voilà, dans la société. Donc, il faut quand même amener aux jeunes cette information claire et de qualité pour que ces jeunes puissent être conscients sur les méfaits de ces violences basées sur le genre. Donc, beaucoup d'activités aujourd'hui sont en vue au niveau des associations et des mouvements de jeunes éradiquant ces violences basées sur le genre. Alors, 30 secondes pour votre mot de la fin. 30 secondes pour mon mot de la fin. Merci, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis et merci pour l'intérêt que vous avez porté à notre sujet. Nous vous invitons vraiment à pouvoir vous procurer du recueil, elles et leur engagement, et à nous soutenir également dans nos activités en tant qu'activistes des droits humains. Et comme nous sommes en pleine célébration de lutte contre les violences basées sur le genre, j'invite vraiment tout le monde à pouvoir mieux comprendre cette thématique de VBG et à protéger les victimes de violences basées sur le genre. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Manuela. Au mot de fin, déjà je vous invite le 16 octobre à 18h. 16 octobre ou décembre? C'est une émotion. 16 décembre à 18h à l'Institut français du Togo pour la diffusion d'un film documentaire que nous avons fait dans le cadre du projet Matrimonia, un film qui retrace non seulement le parcours des activistes, mais aussi qui parle de cette thématique dont on vient de parler dans les violences basées sur le genre. Donc je vous invite vivement à la diffusion de ce film-là. Un mot de fin, comme Ayat a dit, je ne vais plus revenir dessus. On vous remercie vraiment pour ce que vous faites parce que grâce aux médias actuellement, l'information passe et il y a beaucoup de gens qui sont en possession de cette information-là. J'espère vivement que dans les années à venir, on n'aura plus à revenir sur ce sujet-là, mais on aura plutôt à célébrer nos actions d'aujourd'hui et vivre dans un monde où il n'y a pas de violence, où tout le monde est valorisé à sa juste valeur, peu importe son sexe. Nous disons merci à nos invités, à Eva Ayat, activiste sociale en santé de reproduction, et puis Manuel Afoliga, activiste social en leadership féminin et membre du réseau Connect Togo. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute
à Nana FM. Merci à Stan Teko pour la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.